Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur Via Vosges et sur la page Facebook de Terrain de Jeu au Champ de Mars à Épinal pour la 3e étape du Tour de la Mirabelle. Étape qui relie Épinal à Gérardmer. Le départ sera donné dans moins d'1 heure, alors on fait vite et on se retrouve tout de suite après le sommaire. Le Tour de la Mirabelle prend cette année une nouvelle ampleur en changeant de catégorie. Désormais, il est ouvert aux équipes professionnelles internationales. Après les 2 premières étapes disputées hier en Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui nous sommes au cœur de l'étape Rennes. 146 km de montagne dans les Vosges avec de nombreux cols. La bataille sera terrible. Nous allons en mesurer l'importance et les enjeux grâce au duplex et à nos invités. Nous consacrerons nos reportages aux concurrents, le Vosgien Yann Gras, le grimpeur picard Dimitri Hopin et ne ratez surtout pas le défi de Steve Chanel. Que la joie soit dans les cœurs, Terrain de Jeu le live commence maintenant. En direct donc du Champ de Mars à Épinal pour cette 3e étape du Tour de la Mirabelle. Nous sommes avec notre consultant Jean-Patrick Nazon, maillot jaune sur le Tour de France 2003, maillot obtenu pas très loin d'ici, à Saint-Dizier. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour, vous aviez été également vainqueur sur les Champs-Élysées cette année-là. Exactement, et encore une étape en 2004. Et voilà. Encore une étape en 2004. Ouais. Que de bons souvenirs. Merci d'être avec nous. Donc vous allez nous accompagner tout au long de l'émission. On est heureux de pouvoir profiter de vos conseils techniques. Avec plaisir. Et puis je remercie également Laurent Goglione d'être avec nous. Laurent qui est l'organisateur du Tour de la Mirabelle, qui va nous aider aussi tout à l'heure avec le maillot jaune et le maillot vert qui ne sont pas forcément francophones. Et Laurent est un excellent anglophone, donc il va nous traduire. En faire de trop. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'accueillir donc les leaders de ce Tour de la Mirabelle, après les 2 premières étapes, nous allons tout de suite faire un petit détour pour aller voir Steve Chanel. Alors Steve, où êtes-vous et quelle est votre mission aujourd'hui précisément? Eh ben, salut Gaël, salut JP et salut Laurent. Bah, effectivement, là on est au parking coureur où les coureurs sont en train de mettre leur dossard, préparer les bidons. Les soigneurs sont en train de donner les dernières infos sur le parcours. Et puis on sent un petit peu la tension qui monte. Donc voilà, l'objectif pendant cette émission, c'est d'aller choper justement 3-4 coureurs, leur demander leur impression par rapport à l'étape qui s'annonce compliquée aujourd'hui avec un nouvel élément, c'est la chaleur. Bah, forcément, dans les Vosges, il fait toujours chaud. C'est pas à toi que je vais te l'apprendre, Gaël. Non, c'est bien connu, Steve, je te remercie. Le Tour de la Mirabelle cette année, donc, c'est une compétition UCI qui est assez 2.2. Alors, en 2 secondes, c'est quoi précisément? C'est le début du monde professionnel. Jean-Patrick a lui connu les équipes World Tour, comme on les appelle maintenant, c'est-à-dire le haut du panier des coureurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui font le Tour de France, le Tour d'Italie. Eh bien, en vrai, vous avez une seconde catégorie de course qui est l'entrée dans le monde professionnel. Ça serait la différence entre la Ligue des Champions au foot et puis l'Intertoto, l'UEFA. Voilà, c'est assez simple en compréhension. Félicitations, ça c'est vraiment très clair. Donc c'est une étape importante dans l'histoire du Tour de la Mirabelle. Il y a 19 équipes, 118 nationalités représentées, 124 coureurs et puis il y a un Vosgien avec qui nous allons faire plus ample connaissance. Ce Vosgien, c'est Yann Gras, c'est un grand espoir du cyclisme, il a 23 ans, il est originaire de Remiremont, il est spécialiste du cyclocross, il est aussi coureur sur route. Après 2 années au sein du team Macadam's Cowboys, que vous connaissez bien, Laurent. Il a rejoint le SCO Dijon cette année. Regardez son portrait réalisé par les excellentes équipes d'Alabama Productions. Je suis Yann Gras, j'ai 23 ans, je suis étudiant en STAPS, 3e année de licence. Je suis au SCO Dijon depuis cet hiver et sinon j'appartiens au team Chazal Canyon l'hiver. C'est quelqu'un de très bien élevé, très bien éduqué, qui a des très bonnes valeurs. Et du coup, dans la partie sportive, c'est justement quelqu'un qui est très relax, assez cool, assez souriant, mais pour autant assez déterminé. Chez Yann, on sent vraiment la motivation. Au contraire, peut-être d'autres coureurs que je suis, de vraiment passer pro dans sa discipline. Et pour moi, il a le potentiel pour. C'est aussi un garçon très attachant, respectueux, qui vous voit son entraîneur, et puis qui est respectueux de ses adversaires et qui a une certaine humilité, dont toutes les qualités que j'apprécie chez un sportif.
Mes plus gros objectifs se situent en cross, mais j'ai découvert depuis peu la route, donc j'y prends goût de plus en plus. Yann a des grosses qualités physiques. C'est quelqu'un qui développe des watts au-dessus de la moyenne et qui a un niveau d'habileté dans sa discipline aussi au-dessus de la moyenne. Ses qualités, je pense que c'est un gros moteur. C'est un gros moteur, comme on dit, une grosse cylindrée. Et puis, il a été élevé à l'école de cyclisme il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est quelqu'un qui est très technique et qui aime rouler dans la boue, quoi. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Donc, on pratiquait un peu tout, des jeux d'adresse, courses sur route, sprint. Et plus on évolue et le cyclocross apparaît. Donc, au fur et à mesure, oui, j'ai pris du plaisir à pratiquer le cyclocross. C'est vraiment le pied. Le projet qu'on avait défini ensemble, c'était de le faire progresser sur une décennie. Il faut 10 ans pour qu'un athlète arrive à maturité. Il figure déjà dans le top 7 élite au niveau national. Mais c'est un garçon actuellement qui n'a pas le palmarès dont son potentiel pourrait lui permettre. Je pense que c'est quelqu'un qui peut, aux alentours de 25-26 ans, arriver à très belle plénitude et puis prendre la place de numéro 1 français. Et surtout si, avec sa licence STAPS en poche, il se met à faire que du vélo, pourquoi pas aller jouer le top 10 au niveau international. Il a démontré en faisant 3e au championnat du monde qu'il avait le niveau sur une course d'un jour. Je ne me fixe pas d'objectif, faire le mieux possible et voir vraiment de quoi je suis capable. Si un jour j'arrête ma carrière, voilà, pas avoir de regrets et avoir tout tenté. C'est sûr que ça fait 8 ans que je l'accompagne, je crois fortement en lui, hein, ça c'est sûr. Faire une carrière chez les professionnels, c'est un rêve. Depuis qu'on fait du vélo depuis tout petit, même dans n'importe quel sport, le professionnalisme, c'est un rêve, oui. Aujourd'hui, donc, au départ de la 3e étape, Yann Gras est 41e au général, à 1,13 du leader. Jean-Patrick, Yann Gras, vous le connaissez évidemment, c'est un Vosgien. Oui, je connais, oui, tout à fait. Surtout sur le cyclocross, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, hein, médaillé de bronze au championnat du monde espoir. Ça commence déjà à discuter, hein. Quand on est médaillé sur un championnat du monde, c'est quelque chose déjà, c'est une vraie référence. Après sur route, voilà, c'est un peu plus difficile, mais c'est difficile d'être polyvalent, d'être à la fois très bon cyclocross et très bon sur route. Donc après, il y a quelques exceptions à l'image de Van Der Poel. Alors peut-être qu'il va suivre cette mouvance, ce mouvement un petit peu, d'être polyvalent, comme on a connu, hein, il y a 30 ans avec la philosophie qui était avec Guimard de pratiquer à la fois le cyclocross et la route. Oui. Voilà. Juste un tout petit mot, aujourd'hui, c'est pas une étape qui est forcément pour lui. C'est pas forcément pour lui, je serais envie de dire, voilà, c'est toujours sympa d'être échappé, comme moi je l'ai fait ici même, à l'époque, ça s'appelait le Tour de Lorraine, j'ai envie de dire, c'est presque pour moi le successeur du Tour de la Mirabelle. Eh ben, c'était d'être échappé. J'avais eu la chance de passer devant l'école, mais pour être largué un peu après, mais en arriver à la Moselaine également. Donc, je souhaite ça à Yann, de pouvoir s'illustrer comme ça sur ses terres natales. Et pourquoi pas demain sur une échappée matinale. Ok. Demain, c'est Château de Lunéville, Blainville-Dame-Levière, une étape de 175, pardon, j'allais dire 170, 175. Non, mais ça compte 5 km à la fin. Jordi Boots, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous êtes maillot jaune, comme on peut le voir. Vous êtes belge, vous êtes né du côté d'Anvers, c'est bien ça? Oui, c'est vrai, je suis né en Mechelen. Ok. Vous avez 22 ans, vous faites partie de l'équipe EFC LR Wülsteck. C'est la réserve professionnelle de l'équipe Trek. Oui, c'est vrai. C'est un satellite team. Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Je présente votre collègue Floris Geerts, qui est néerlandais. Vous êtes né à Maastricht, vous êtes membre de l'équipe Tarleto Isorek, vous avez 27 ans et petite particularité, vous avez commencé par le patinage de vitesse. Merci d'être avec nous également. Alors hier, je rappelle les deux étapes. Hier, il y a eu Pont-à-Mousson-Vendeuvre, une étape de 78 km avec la victoire du Danois Morten Hulgaard de l'équipe Colo Quick Step. Et puis, dans la même journée, il y a eu l'étape Vendeuvre-Blénod-les-Pont-à-Mousson, 98 km avec la victoire du Néerlandais Martin Budding, c'est bien ça? Martin Budding. À la photo finish, ils ont été obligés d'être départagés et ça a mis un petit bout de temps d'ailleurs pour savoir quel était le vainqueur hier. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé hier pour vous précisément? C'était des étapes vallonnées.
Est-ce que ça a été... Ouais, c'était des étapes très dures. 2 étapes dans une journée, c'est toujours dur, spécialement dans le lendemain, avec les 4 dans l'échappée. Ils roulent très vite. Dans le peloton, ça va être très vite aussi. Et je pense à la finish, il y a encore 25 secondes. Et moi, je gagne le sprint du peloton, donc je suis content de ça. Et l'après-midi, c'est aussi très dur. C'est presque le même parcours. Oui. Il y a beaucoup d'attaques d'avance et après on a un échappé de 15 je pense. À la première côté, on roule très vite et on lâche un peu 3 coureurs je pense et on reste roulé avec 12 et donc on a je pense 1 minute 50 maximum d'avance et à la finish c'est encore 1 minute 10. Je suis un peu 3 à l'arrière pour le sprint et j'étais 6e et voilà, je suis content. Félicitations. Ah, merci. Aujourd'hui, je viens à vous juste après, mais juste une petite question encore pour vous, Jordi. Aujourd'hui, donc, c'est une étape assez exigeante, avec beaucoup de cols. On passe par la Croix des Moinas, le col de Sapois, Grosse-Pierre. On finit par la montée de la Rayée pour arriver à la Moselaine. Vous êtes 11 à vous tenir dans le même temps. Ouais. Comment allez-vous jouer aujourd'hui ? Je sais que ça va être dur. On a d'avance d'1 minute 10, c'est pas trop dans ce parcours, mais on va voir. J'espère que je peux suivre le meilleur à la montagne. Oui. Et je pense que je suis un peu un puncher, donc je pense que c'est possible pour rouler à la montagne. Mais on va voir à ce niveau ici comment ça va aller. Il y a Simon Pelot, hein, on en a parlé ensemble tout à l'heure. Ouais, Simon Pelot qui est, à mon avis, le favori de l'étape d'aujourd'hui, mais aussi pour le classement général. Simon Pelot était dans l'équipe World Tour IAM il y a quelques années. Il a été faire un petit détour aux États-Unis chez Illuminate. Il revient chez IAM là. Et surtout, ce qui est important pour lui, là, c'est de faire une belle étape et de prendre peut-être le général. Il vient de terminer meilleur grimpeur du Tour de Romandie. Il vient de gagner la Flèche Ardennaise la semaine dernière. Là, pour le coup, ça parle. Et ça parle dans le monde pro, ça parle pour de vrai. Oui. Donc c'est le grand favori là maintenant. Oui, dans le Tour de Romandie, il a aussi le prix de la combativité, si je me souviens bien. Jean-Patrick, aujourd'hui, cette étape, vous la voyez comment, vous ? Alors ça va être un petit peu à double tranchant. C'est vrai que j'imagine qu'il va y avoir des attaques assez matinales dès le départ, même si on est début d'après-midi, mais c'est un peu le concept, l'idée de savoir quelle équipe va prendre ses responsabilités, si quelqu'un pense vraiment au général et est vraiment sûr de son coureur. À ce moment-là, il y aura certainement une échappée qui va partir avec des écarts très minimes. Et puis je crois que le menu il est assez complet aujourd'hui, donc ça se fera à la pédale et les coureurs qui sont à 1 minute 10 peuvent largement être encore maillot jaune ce soir. Ah ouais. Floris, vous avez remporté 2 sprints intermédiaires hier, un dans la première étape, un autre dans la deuxième. Aujourd'hui, comment vous envisagez cette course ? Il y a encore 3 sprints intermédiaires à disputer aujourd'hui. Un avant les grosses difficultés, donc je pense qu'il va avoir besoin d'aller gagner aussi celui-là. Et puis il y a un intercalé entre chacune des montées de col. Donc là, je vais le laisser répondre, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Oui. Yeah, the main reason for me was to win a stage yesterday, and in the morning it was possible to get away and fight for the stage win, but in the afternoon. Yeah, a lot of teams were watching me also, and I think for today it's the same objective. So it's not a professional peloton, and there's not so much control. So probably a break with a random rider can just win the race today. Ouais, le but du jeu, c'est de gagner une étape hier. En fait, il a pas réussi, mais en tout cas, il a pris le maillot vert. Aujourd'hui, c'est une autre journée qui commence. Cet après-midi, il sait que ça va être dur. Il va essayer il peut pas contrôler. En tout cas, l'équipe peut pas contrôler. Il va essayer de faire du mieux qu'il peut cet après-midi avec l'équipe et puis de garder ce maillot vert. Jean-Patrick, vous connaissez bien le terrain. Très bien. Une étape comme aujourd'hui, est-ce qu'elle fait peur ? Alors, ça dépend du que vous étiez un grand sprinter. Ouais, voilà. Pour moi, oui, elle m'aurait un petit peu appréhendé. Après, on n'est pas non plus sur le Tour de France, mais c'est vrai qu'elle fait un petit peu peur. Disons qu'à partir du kilomètre, on va dire 65, à partir de Chandray, il n'y a plus du tout de plat. C'est un enchaînement de montée et de descente. Et ce qui va rendre la difficulté aussi, c'est la météo. C'est vrai que c'est la première grosse chaleur pour les cyclistes, en tout cas.
On connaît le climat vosgien, quand ça chauffe, c'est vraiment quelque chose d'épuisant, on va dire. Et puis voilà, c'est peut-être leurs premières aussi, peut-être pas pour tout le monde, mais premières étapes de montagne. Hein. On est quand même un petit peu avancé dans la saison, mais il y a des profils de coureurs qui n'ont pas la chance de pratiquer l'école régulièrement. Donc le coup de pédale, ça s'improvise pas non plus. D'accord. Je le dis juste au quart, on entend notre ami Nico Bredard sur le plateau. Je préfère l'entendre dans l'oreillette si vous voulez bien, parce que quand on est en train de discuter, ça oriente un tout petit peu le plateau. Je leur dis juste une question. Vous, est-ce que vous connaissez bien le terrain ou pas? Parce que j'ai posé la question à Jean-Patrick, mais est-ce que vous, une étape comme ça, même si vous avez dit que vous nourrissiez de sérieuses ambitions aujourd'hui? Oui, c'est vrai, mais l'année passée, j'étais aussi à ce course ici. Et le terrain, c'est un peu différent avec un col plus. Le dernier col en plus. Il y a 10 km de plus et il y a 400 mètres de dénivelé positif en plus. Ouais, supplémentaire, en fait, comme le disait Jean-Patrick, ce qui va être dur, c'est à un moment donné, quand on va enchaîner les montées et les descentes pour eux. C'est-à-dire que pour un coureur cycliste professionnel, ou en tout cas qui aspire à l'être, ils sont tous dans des grosses équipes amateurs, s'ils ne sont pas professionnels sur ce tour-là, c'est des cols qui restent pas très long, quoi qu'il arrive, à ce niveau de la compétition-là. Donc même un sprinter qui sait contrôler son effort peut passer. Par contre, au bout d'un moment, quand on enchaîne les montées et les descentes, c'est là où ça devient difficile. Et cette année, la difficulté, elle est sur l'enchaînement que Jean-Patrick connaît bien, qui est Croix des Monas, Grosse-Pierre. Et celle-là, elle va être particulièrement dure. Et le haut du taux aussi va être dur. Voilà. Donc c'est là. Alors que l'année dernière, on avait la Schlourte, qui est plutôt un col roulant en début de course, alors qu'il est long mais roulant. Donc il avait moins d'impact que cet enchaînement-là aujourd'hui. Oui, pardon Jean-Patrick. Ouais, c'est surtout à l'inverse de la Schlourte, justement, c'est l'irrégularité de certains cols, notamment le Haut du Taux, la Croix des Moinas ou le Sapois, ou encore plus l'arrivée à la Moselaine. C'est vraiment l'irrégularité de la pente avec des passages forts, des petits replats. C'est ce qui fait la particularité aussi des cols vosgiens. Voilà. Floris, le premier sprint intermédiaire, c'est votre objectif clairement là, la première. Au bout de combien de kilomètres? 40 kilomètres. I don't know if it's all together. I will try, but I think break will be gone by the time. On verra bien comment ça va se passer, mais oui, bien sûr que c'est un objectif pour lui, mais il verra bien comment ça va se passer. Bon, très bien, merci beaucoup. On compte sur vous, on va vous suivre tout au long de la journée. Bon courage, bonne chance, profitez bien, surtout parce que je sais qu'évidemment quand on est coureur, on ne profite pas forcément du paysage, mais on s'en imprègne quand même d'une certaine manière et je pense que vous allez passer une excellente journée. En tout cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup d'être venu et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. On va enchaîner, puisqu'on l'a dit, n'est-ce pas, c'est une étape de montagne. Dans la rubrique qui suit, nous avons donc fait appel à la science d'un grimpeur pour nous dévoiler toutes les subtilités du parcours. Vue par, donc notre rubrique Vue par cette semaine est consacrée à Dimitri Hopin. Il est picard d'origine et pourtant, oui, c'est un grimpeur. Il a rejoint l'équipe Macadam's Cowboys en janvier dernier. Aujourd'hui, donc, il est très attendu. Alors, l'étape Épinal-Gérardmer, vue par Dimitri Hopin, c'est toujours un sujet d'Alabama Production. Je m'appelle Dimitri Hopin, j'ai 20 ans. Je suis originaire de la Picardie. Je fais partie de la team Macadam Cowboy depuis cette année. C'est ma première année au sein du club et je réussis déjà une belle saison avec la team. Donc c'est super bien pour l'instant. Donc là, on va partir pour la reco de l'étape reine de la Mirabelle. On y va tranquille, c'est une reco. Regardez bien surtout les descentes, les virages. Observez bien tout ce qui peut être un peu dangereux ou assez technique en tout cas. Le but c'est de bien mémoriser le parcours et de prendre vos repères. Ça marche? Allez, on y va, c'est parti. Il faut savoir que le Tour de la Mirabelle, c'est une épreuve de très haut niveau puisque pour la première année en 2019, on va accueillir des équipes professionnelles. Il y a 7 cols répertoriés pour 3000 mètres de dénivelé positif, c'est beaucoup. T'es comment là? Oh, je suis bien. T'es bien? Tu as vu, leur vêtement est pas super, c'est du gros grain, mais bon, il n'y a pas non plus des forts pourcentages. Je suis parti de la Picardie parce que les circuits qu'on faisait, les courses qu'on faisait, c'était souvent des courses à bordure, des courses assez plats. Dans les Vosges, t'as pas 1 mètre de plat, vraiment. Ça monte ou ça descend.
c'est des beaux parcours pour les grimpeurs. C'est très dur dans les Vosges. Il y a des moments clés dans la course. On va retirer de cette reco plusieurs endroits stratégiques où on pense que la course pourrait vraiment basculer et exploser, quoi. Vous ferez gaffe, t'as vu, il y avait des gravillons là dans la montée. Il se peut qu'il y ait des zones de gravillons dans la descente. Prenez pas de risque. Hein. Bon, on voit là, il se régale, là, il s'amuse. Hein. C'est-à-dire qu'il arrive à distancer ses équipiers sans donner un coup de pédale, rien que sur sa technique de descendeur. Pour moi, perso, les repérages, ça sert plus pour les descentes parce que si tu les connais pas, c'est super dur. Tu peux bien monter, mais si tu sais pas descendre, tu peux vite perdre la course aussi. Il est léger, c'est un coureur fin, qui a un très bon coup de pédale, qui tourne naturellement bien les jambes, qui a une bonne vélocité et qui est à l'aise en montagne. C'est un bon grimpeur, Dimitri, pour un picard. Il a le corps d'un grimpeur, il pousse comme un grimpeur. Il est pas fait pour le plat, pas fait pour la Picardie, ouais. Je me prépare pour cette étape-là parce que je suis un grimpeur et j'aimerais bien performer sur cette étape-là et pourquoi pas me faire repérer aussi par une équipe. Comme il y a des équipes pro, on ne sait jamais, j'ai toujours cette idée au coin de ma tête. Là, sur cette étape, il sera quand même dans son élément et on pense qu'il peut accompagner les meilleurs très longtemps. Un bon résultat pour nous sur une étape comme celle-là avec des coureurs pro, ça serait d'accrocher un top 20. Dimitri a prouvé ces dernières semaines qu'il était capable de suivre les meilleurs amateurs français. La Mirabelle, ça sera encore un niveau au-dessus. Accrocher un top 20, ça sera déjà un très bon résultat. Laurent Dufaux, manager de l'équipe suisse Acrostomus. Les passionnés de cyclisme vous connaissent bien puisque vous avez remporté le Critérium du Dauphiné Libéré 2 fois, en 93 et en 94. Une étape du Tour de France en 96. On se souvient de vos 4e places au général sur le Tour de France en 96 et 99. Merci d'être avec nous. J'en viens tout de suite à vous. Je voulais vous présenter parce que les gens vous connaissent bien sûr, mais puisque vous venez nous rejoindre sur le plateau, c'était la moindre des politesses. Juste un tout petit mot parce qu'on vient de voir un sujet sur Dimitri Hoppin que vous connaissez sans doute. Aujourd'hui, il est à une 13 au classement général. 13, oui. Sur une étape comme celle-là, évidemment, on l'a vu, c'est un grimpeur. Vous nourrissez de réelles ambitions en ce qui le concerne ou pas? Oui, on nourrit de légitimes ambitions pour lui cet après-midi. Il fait un très gros début de saison. Il explose sur la scène nationale et internationale depuis quelques mois. C'est la bonne recrue, c'est la bonne pioche pour nous, le team Macadam's Cowboy. Et on va voir ce qu'il est capable de faire et s'il est capable de supporter la pression et aussi la chaleur. Cet après-midi, elle va avoir un rôle crucial. Comme disait Jean-Patrick tout à l'heure, les coureurs n'ont pas été habitués jusque maintenant. Il y a peut-être que les Italiens d'Androni qui rentrent du Tour de Sicile qui eux, ont déjà eu la grosse chaleur, mais ce n'est pas le cas des autres équipes. C'est les premières grosses chaleurs. Avant de venir à vous, Laurent, pardon, il y a Steve Chanel qui est avec, puisque vous savez, c'est un tour professionnel et amateur. Steve Chanel, je crois, est avec un amateur originaire de Nancy, si j'ai bien compris, Steve. Exactement, Gaël. Et on est avec justement dans ce parking coureur les grosses écuries qui ont les gros camping-cars, les gros camions ateliers et tout. Mais c'est pas qu'une course professionnelle, c'est aussi ouvert aux amateurs, notamment au club de l'ASPT de Nancy, où j'ai effectué mes tours de pédale en amateur. Et je suis avec Stéphane Botrel. Justement, aujourd'hui, il faut exister dans cette étape difficile. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment et la tactique que tu vas adopter ? Le principal, je pense, avant le premier col, ça va être de rester placé dans les 20-30e positions. Après, essayer de rester placé le plus possible et essayer de durer sur les 140 km devant, quoi. Et justement, j'imagine que pour toi, d'être au contact des équipes professionnelles, c'est l'occasion de se mettre en évidence et puis de se faire plaisir, même si les structures sont pas forcément les mêmes. Oui, exactement. Les 2 premiers jours, on a essayé de rester placé et quand ça sortait, on allait dans les coups. Après, malheureusement, ça revenait à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on prend du plaisir de rouler avec le niveau supérieur. Ça change des courses qu'on fait tous les week-ends. Donc, et ça permet de progresser parce que dans une semaine et demie, on part au Tour de Beauce au Canada et ça sera aussi une épreuve UCI. Le patron est content ? Oui, ça va. Quand il nous voit devant, il a le sourire. Bon, merci, bonne étape en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Steve. Alors, Laurent, nous sommes en direct. Il est 12h54. Dans 36 minutes, le départ de cette 3e étape est donné. Quelles sont les ambitions de votre équipe Acrostomus aujourd'hui? Équipe suisse, dois-je le préciser? Exactement, c'est vrai qu'hier on a déjà eu une belle journée hier après-midi parce qu'on était avec Claudio Imhoff, c'est un petit peu le leader de l'équipe, coureur expérimenté qu'on a vu notamment au dernier Tour de l'Ain échappé avec Simon Pello de Yam Cycling et surtout vainqueur de la première étape du Rhône-Alpes Isère. Donc il était venu ici avec quand même
l'ambition de se montrer. Hier après-midi, il était dans la bonne. Il était un petit peu déçu parce qu'il n'a pas pu faire le sprint comme il voulait. Donc, il était un petit peu déçu de son résultat. Et aujourd'hui, pour lui, c'est un petit peu l'inconnu parce que c'est vrai qu'il marche très fort depuis le début de l'année. Il se découvre un petit peu sur la route. Et même pour moi, je ne sais pas jusqu'où il pourra aller. Donc, les consignes, c'est clair. Lui, il va faire une course d'attente, aller le plus loin possible. Après, on a quand même 2 autres grimpeurs dans l'équipe. Yanis Voisard, le Jurassien, et le Neuchâtelois, Justin Parot. Donc, c'est un petit peu les 3 coureurs où j'espère qu'ils vont pouvoir aller le plus loin et essayer de se défendre avec les meilleurs dans le final. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est vraiment une grosse étape. En plus, la chaleur. Donc, il faut quand même prendre ça au sérieux. Claudio Imhoff, au général, il est dans le même temps que le leader, Jordi Boots. Il est 10e, mais bon, il est dans le même temps. Alors, vous êtes une équipe continentale. On a fait un point tout à l'heure avec Laurent pour parler de ce qu'était le classement 2.2. Une équipe continentale, c'est une équipe de 3e division internationale. C'est bien ça ? Exactement. Donc nous, le rôle qu'on a, c'est un petit peu comme en France. Finalement, on est une équipe formation, on a une équipe développement en amont pour les premières années espoirs. Et ensuite, les meilleurs, on les intègre dans l'équipe continentale UCI. Et pour nous, c'est vraiment un peu une plateforme pour permettre à ces jeunes coureurs, donc on n'a que des coureurs suisses, de trouver des belles organisations, des organisateurs qui nous font confiance, qui nous offrent des invitations. Et puis, aux coureurs, c'est à eux de se montrer s'ils veulent espérer un jour trouver un contrat plus haut. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a en Suisse, c'est qu'on a 3 équipes continentales, 3e division, mais on n'a pas de Conti Pro. On n'a ni une World Tour, ni une Conti professionnelle. Donc, les jeunes coureurs suisses, on a de très, très bons coureurs. On a vu l'année dernière avec Marc Hirschi, champion du monde, avec un Gino Meder qui gagne 2 étapes autour de l'avenir. Mais ça, c'est des coureurs qui se sont affirmés sur le plan international. Ils ont tout de suite trouvé des équipes de tout haut niveau. Et on a plein de jeunes maintenant qui mériteraient, mais ils doivent trouver à l'étranger. Les places sont chères parce que la concurrence est rude avec les pays voisins. Alors évidemment, la question que je m'apprête à poser rejoint la réponse que vous venez de donner. Mais quel est l'intérêt pour une équipe comme la vôtre de venir participer à un tour comme celui-ci ? Déjà, c'est d'honorer l'invitation aux organisateurs. C'est vrai que c'est la première année qu'ils sont en classe UCI 2.2. Et c'est vrai qu'aussi pour nous, en termes de logistique, c'est une épreuve qui ne se déroule pas trop loin de la Suisse. On a aussi des coureurs qui ont eu l'occasion de participer les dernières années avec l'équipe Orman. Et pour nous, c'est clair, c'est d'évoluer sur un beau parcours, aussi avec une belle concurrence. Et comme j'ai dit, ça rejoint un petit peu notre philosophie d'être sur des épreuves de ce niveau-là et puis d'essayer de se montrer, d'aller chercher le meilleur résultat, avoir une victoire qui vont peut-être permettre à des jeunes coureurs de se montrer par rapport à des managers d'équipes Conti professionnelles. Donc, pour vous paraphraser une fois de plus, ceux qu'on voit aujourd'hui dans votre équipe, ceux qui sont au même niveau que vos coureurs, ce sont ceux qu'on verra demain dans les grandes courses du World Tour. Alors, logiquement, il y en a, partie en tout cas. On est 14 coureurs dans l'effectif, on a 10 coureurs qui sont encore moins de 23 ans et 4 coureurs qui sont un peu plus âgés. Mais après, c'est comme dans toutes les équipes, il y a des très très bons éléments où on voit tout de suite lesquels vont pouvoir peut-être avoir de grosses opportunités de passer plus haut. Puis après, on voit tout de suite les limites de certains, mais au moins ils auront eu une belle expérience, ils auront profité aussi d'une belle école de vie qu'est le cyclisme à ce niveau-là, même si ils n'ont pas la chance de passer chez les professionnels. Ouais, d'accord. Juste un petit mot sur l'étape d'aujourd'hui et après je voudrais qu'on échange un petit peu sur le tour et sur l'étape tous les trois. Une étape comme celle d'aujourd'hui, moi je suis de la génération qui suivait vos exploits à la télévision. Je me dis que c'est une étape qui vous aurait plutôt bien convenu, n'est-ce pas ? Ça vous aurait plu, ça ? Oui, je crois qu'aujourd'hui il y a... pas trop facile, j'allais dire, trop facile. Je crois qu'il y a vraiment de quoi faire. Après on dit toujours, le parcours... il est là, après c'est les coureurs qui décident et qui font la course, mais on a vu un petit peu l'état d'esprit de la majeure partie du peloton. Il y a beaucoup de DNA française, donc on sait qu'on va avoir beaucoup de mouvements de course sur la première partie. Il y a beaucoup de coureurs qui vont essayer d'anticiper, donc automatiquement on va avoir un départ rapide, mais à la fin ça va de toute façon se faire à la pédale. Pour moi ça sera une course d'usure, surtout avec cette chaleur. C'est un peu les premières chaleurs et on va très rapidement avoir de grosses sélections, donc il faut surtout être attentif par rapport aussi aux descentes pour ne pas se faire piéger. On l'a vu tout à l'heure dans le sujet, en effet, il y a des pièges comme les gravillons dans les descentes.
je sais que là, il est 12h59, hein, vous devez sans doute rejoindre votre équipe. Vous restez là tant que vous voulez. Et dès que vous voulez nous quitter pour faire vos offices au sein de l'équipe, vous n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, votre rôle pendant la course aujourd'hui? Moi, je suis directeur sportif. Oui. Donc, vous êtes dans la voiture? Moi, je suis dans la voiture, mais je gère aussi pas mal de trucs en amont, hein, parce que finalement, il y a tout un management logistique. Et c'est vrai que on est aussi une petite structure, on est sur 2 fronts parce qu'on est une équipe qui va courir Paris-Roubaix. C'était la raison pour laquelle je vous posais cette question. Voilà. Comme c'est une petite structure, je me demandais quelle était l'ampleur de la tâche qui vous attendait. C'est vrai que là, je dépasse un petit peu le rôle de directeur sportif. Pour ne pas vous le cacher, hier, j'ai nettoyé des vélos pour donner un coup de main aux mécanos parce que c'est vrai qu'on est... On est aussi sur Paris-Roubaix Espoir, où là on a mis quand même une structure qui correspond un petit peu au niveau de Paris-Roubaix. Alors on me dit que Steve Chanel demande à nouveau la parole. Bon, on ne peut pas trop lui refuser, hein. Steve, il a quand même été champion de France de cyclocross. Steve, c'est à vous, cher ami. Ah bah c'est gentil Gaël de me donner la parole dès que je la réclame. En tout cas, bon, je fais déjà un petit coucou à Laurent Dufaux que je croise durant tout l'hiver. Et je suis avec un autre crossman qui devrait se faire plaisir aujourd'hui sur les routes vosgiennes parce qu'il habite dans le Ballon d'Alsace et il connaît parfaitement les routes. C'est Fabien Canal. Bon Fabien, tu me disais tout à l'heure que tu n'avais pas la bonne canne, mais pour autant sur le papier, c'est une étape qui peut te convenir. Ouais, c'est clair que là, les gens n'ont pas répondu présent jusqu'à maintenant. Après, c'est un peu comme à la maison, donc les routes on les connaît, on se retrouve dans les Vosges, la forêt, tout ça, les petits cols vosgiens, donc il y aura du plaisir. Après, est-ce que ce plaisir va me permettre de me surpasser et d'oublier la douleur et le mal de canne, on verra. Il y a d'autres cartes sinon au sein du CC Etup? Ouais, on a Bennett qui est là, qui est grimpeur, on a un autre tout maigre là qui va pouvoir peut-être monter l'école un peu vite. Après, on va faire ce qu'il faut pour essayer d'être présent, mais c'est vrai qu'il y a un beau niveau cette année sur la Mirabelle. Allez, bonne chance Fabien. Merci bien. Merci beaucoup Steve. Ben voilà, Laurent Dufoy a profité de ce duplex pour rejoindre son équipe. On se retrouve donc avec Jean-Patrick Nazon et Laurent Goglian. Alors, Laurent, ça fait partie de la légende maintenant. En 2002, la première édition du Tour de la Mirabelle, qui à l'époque s'appelait le Grand Prix des Faïenciers, était un simple critérium et il s'est déroulé autour du clocher de Badonvillers. C'est bien ça? Ah, c'est la réalité, hein, mais ça fait aussi partie un peu de l'histoire et qu'on aime bien raconter. En fait, le clin d'œil, il est surtout familial. J'avais créé cette course-là à l'hommage de mon grand-père qui était un faïencier et qui enfournait les assiettes à l'usine de Badonvillers. Et après, la course a grandi. L'histoire de la faïencerie à Badonvillers remonte au 19e siècle. Oui, c'est une belle histoire que cette histoire de la faïencerie. Mais j'ai connu à une époque plus de 1000 ouvriers qui sortaient de l'usine le matin. Maintenant, voilà, c'est plutôt une petite ville endormie, mais qui est encore très, très active. Et l'histoire a commencé là. Maintenant, elle s'est déplacée, elle est ailleurs, mais on n'oublie pas. Alors, le Tour n'a cessé de grandir. Vous avez sans doute suivi l'évolution, Jean-Patrick. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Bon, il y a eu une étape importante qui a été franchie cette année. Là, dans la préparation, dans l'organisation, pendant ces 3 jours de course, est-ce que ça prend une ampleur gigantesque en termes de sécurité? Est-ce que vous avez plus de monde, plus de bénévoles? Alors on s'était beaucoup préparé sur les dernières années, ça faisait quand même 6 ans qu'on était en élite nationale et le cahier des charges de l'élite nationale est quand même, non pas éprouvant, mais il est strict et il demande aux organisateurs beaucoup de savoir-faire et de savoir-être aussi au passage. Le passage en classe 2, il est impactant surtout au niveau de l'accueil des équipes parce qu'effectivement on a des cahiers des charges qui sont un petit peu plus lourds vis-à-vis des équipes et puis surtout d'un seul coup on se retrouve dans un rôle et dans une organisation qui est plus médiatisée. La preuve en est ce plateau aujourd'hui. Et effectivement, ça met des contraintes, mais des contraintes plutôt agréables et positives à vivre, mais qu'il faut savoir digérer. À un moment donné, on a un village départ qui fait 300 mètres carrés avec beaucoup d'invités, et maintenant, il faut le gérer. Je vous interromps juste 2 secondes parce qu'on a parlé de Simon Pelot tout à l'heure. Steve Chanel est avec l'un des grands favoris au classement général. Steve? Oui, c'est ça, je suis avec Simon. Il s'arrête direct, c'est ça les mecs sympas là. C'est les champions. Bon Simon, on est sur des routes que tu connais pas vraiment, mais tu as vu le dénivelé, tu as vu le parcours, et ça peut te convenir, tu devrais être à l'attaque aujourd'hui. Ouais, bah, voilà, après on sera un peu tous à l'attaque ici sur ces courses. C'est vraiment l'attaque à tout va. Il faudra avoir un petit peu de réussite aussi. Les jambes tournent bien et je pense que voilà, il va falloir rester aussi bien patient, attendre les 2-3 dernières bosses pour pas trop en faire avant parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Justement, raconte-nous un petit peu la différence. Tu sors du Tour de Romandie, qui est une épreuve World Tour, où c'est très à la stéréotypée, où on sait que ça se fait vraiment à l'usure. Et là, depuis hier, c'est du bim bam boum. C'est compliqué.
Ouais, voilà, mais après, c'est aussi un vélo que j'aime. C'est un vélo que j'ai pratiqué presque toute ma carrière. Moi, je suis un coureur vraiment offensif et là, de pouvoir faire ça, c'est sympa. Après, là, tu viens vers moi en me disant que je suis un des favoris. Je me dis oui, avec cette petite minute qu'on a su prendre hier, pourquoi pas. Mais après, voilà, comme je dis ici, c'est beaucoup moins une science exacte et voilà, c'est ça qui fait aussi la beauté de ces courses. Et tu me disais juste avant, tu avais regardé la victoire de Belkadri dans la montée de la Moselaine. Elle te fait peur ou justement ça peut être un bon truc pour toi justement? Non, moi c'est ce qui me fait un peu peur, c'est tout ce qu'il y a un peu avant. Après, si on arrive là avec un petit groupe, on avait un peu de fraîcheur encore dans les jambes, ça peut bien me convenir. Après, on a quand même des longs cols à passer avant. Il faudra voir comment la course se déroule. Bonne chance à vous, messieurs les Suisses. À plus tard. Salut. Merci beaucoup Steve, merci pour ce duplex à 25 minutes du départ. Jean-Patrick, juste une question. L'étape de montagne dans les Vosges, elle a été créée l'année dernière. Selon vous, qui connaissez particulièrement bien le circuit, il fallait une étape comme celle-là pour donner cette dimension à la compétition. C'est ce genre d'étape spectaculaire qui attire le public, la médiatisation? Bah oui, après, à partir du moment où il avait choisi les terrains vosgiens, ça serait dommage de ne pas passer par l'école. C'est quand même l'emblème un petit peu chez le coureur cycliste de tout niveau, de passer les différents cols qui vont être traversés aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'aube de l'arrivée, demain c'est l'arrivée, donc va vraiment se dessiner, il y a une certaine pression pour les leaders, va vraiment se dessiner le classement général. Et je pense que, à mon avis, il ne bougera pas beaucoup demain. Ouais. C'est-à-dire que le maillot jaune qui l'endossera ce soir sera difficilement battable demain. Voilà. Mais même si l'année dernière, il y a eu un petit changement, me semble-t-il. Il y avait un retournement de situation à la fin, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Jean-Patrick. Là, ça va être difficile. Le niveau des équipes est plus homogène et ça va permettre aussi certainement demain de bloquer la course un peu différemment. C'est ce que je voulais dire, c'est que chez les amateurs, on court un petit peu différemment de chez les professionnels. Donc, bien compris. Voilà. Donc, en général, chez les professionnels, quand la veille, vous avez le maillot, souvent c'est cadenassé le lendemain. Voilà. Ouais, ça court un petit peu différemment. Voilà. C'est très clair, c'est une différence importante en effet. Ouais, merci. Dernière question, Laurent, après je vous libère également. La suite, jusqu'où vous pouvez grandir, parce que vous ne cessez de grandir. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à grandir? Est-ce que vous en avez envie tout simplement? Oui, c'est clair, on a de l'ambition, on a de l'envie. Après, il faut savoir aussi ne pas précipiter les choses, y aller step by step, comme on dit. Et je pense qu'il va falloir qu'on se stabilise pendant 1 ou 2 années. Après, c'est vrai qu'on a des courses en France, comme les 4 jours de Dunkerque, par exemple, qui sont des bons formats, je trouve, et qu'on pourrait appliquer ici avec un 4e jour de course. Et puis monter peut-être d'un cran pour avoir une médiatisation encore supérieure. J'ai 2 petits rêves dans la tête qui sont un prologue fermé par équipe en nocturne en première étape. Et puis ici dans les Vosges, j'aimerais vraiment aller monter le grand ballon un jour parce que c'est le point le plus haut. Et je pense que si demain on arrive à ça, on attirera aussi certainement quelques équipes un peu plus cotées parce que quand ils verront l'altitude du col, je rejoins ce que disait Jean-Patrick tout à l'heure, ils seront attirés par ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses en France avant les grands tours où on peut aller s'exercer. Et ça pourrait être une bonne gâche pour nous. Entendu. Merci. Alors vous le savez, on va passer à la rubrique suivante. Et cette rubrique implique à nouveau Steve Chenel, qui a de multiples talents. Il est cycliste, il a été cycliste sur route, champion de France de cyclocross, patron d'équipe aujourd'hui, consultant, etc. Mais c'est aussi un homme de défi. Alors, il faut être clair, c'est une tradition. Désormais, à chaque émission, l'équipe de Terrain de Jeu lance un défi à Steve. Vous connaissez l'application Strava, tous les deux, évidemment, qui permet de consulter et d'archiver ses sorties d'entraînement ou ses sorties en compétition. Il existe ce qu'on appelle des segments, des COM Strava, des portions de route sur lesquelles les cyclistes du monde entier peuvent se mesurer, comparer leurs performances grâce à un classement. Donc Terrain de Jeu a demandé à Steve de battre le record sur une montée terrible au départ de Vanier. Laurent, on vous remercie. Vous restez avec nous si vous le voulez. Si vous avez besoin d'aller vous occuper du départ, on vous libère. J'ai quelques réunions avec le corps arbitral, donc je vais vous laisser. En vous remerciant beaucoup pour cette invitation également. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. On regarde tout de suite le défi de Steve. Et puis, on se retrouve après avec 2 cyclistes féminines qui ont des choses très, très, très intéressantes à nous dire. Tout de suite, le défi de Steve. Bonjour à tous, après 2 défis non réussis, c'est l'heure du 3e avec mon vélo dans ma discipline. Et pour cela, rien de plus simple, essayez de battre le temps Strava de mon entraîneur Pierre Renaud sur la montée de Chèvreroche. Chèvreroche, c'est 4,7 km
à 8% de moyenne et son temps référence 16 minutes 51. Le temps. 15,06. Yes. Ah, il est où le coach là? 1 minute 40, 1 minute 40 dans les lunettes. Regardez-moi, cette petite couronne, elle est pour moi. Défi réussi. Yes. Il y a du boulot hein gamin. 15,06. Bravo Steve Chanel, après 2 défaites lamentables, voici enfin une victoire, et une victoire mémorable. Félicitations hein, bonhomme. Bah, il était temps hein, en même temps. Hein, il est là Steve ou pas? Avec mon vrai sport de prédilection, je n'arrivais pas à prendre. C'est pour ça qu'il était là. Il demande tout le temps la parole, on a toujours l'impression qu'il va la prendre, mais quand on lui donne, il ne la prend pas. Steve, tu es là? Si, tu m'entends Gaël, pas de souci? Je ne l'entends pas. Bon, bah écoute, moi qui voulais être fier de moi, dire que j'avais fait un super défi, bon, je retourne au boulot. Merci beaucoup Steve. Alors je vais vous avouer quelque chose, je ne vous ai pas entendu du tout, mais je suis persuadé que c'était passionnant comme d'habitude. En attendant, on va saluer Aline Clément et Juliette Landon qui sont venues nous rejoindre. Alors Aline, vous êtes une sportive accomplie. On s'était vu il y a 1 an, je m'en souviens très bien. C'était à la Grand Fondo. Plus de 17 km de vélo par an, plus de 4200 de natation. Et vous êtes aussi membre de l'association Donnons des ailes au vélo, E2LES. On va en parler ensemble. Avant, je me tourne vers Juliette qui a 24 ans, Juliette Landon. Et Juliette, vous faites partie de l'équipe Macadam's Cowboys. Oui, exact. On va ouvrir une page passionnante ensemble sur le cyclisme féminin. Avant de parler de généralité, je voudrais bien qu'on reparle quelques instants avec Aline de Donnons des ailes au vélo. On réexplique en quoi ça consiste en quelques mots? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Oui, Donnons des ailes au vélo J-1. Donc c'est un beau projet qui a pour objectif de promouvoir le cyclisme féminin en France et surtout d'inciter les organisateurs à renouer avec une grande course par étapes pour les femmes professionnelles en parallèle d'une course masculine. Pour ne pas le citer, en parallèle d'un Tour de France. Donc ce sera cet été la 5e édition du projet, la 2e pour moi. Oui. Les gros changements
par rapport aux éditions précédentes, c'est que on passe chez moi, on passe ici dans les Vosges. Oui. Donc ça va être très très intéressant. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Oui. Et voilà, donc là, départ à Saint-Dié le 10 juillet, hein, c'est ça. Alors le 9 pour nous, au départ de Saint-Dié. Puisque vous c'est J-1. Voilà, puisque c'est J-1. Mais voilà, on a vraiment à cœur sur ce projet donc, qui existe depuis 2015 d'essayer de changer les mentalités, les représentations qu'on peut avoir, que les gens peuvent avoir autour du cyclisme féminin et d'essayer de médiatiser un maximum. Alors l'an dernier, ça a été un gros tournant puisque notre projet... On voit d'ailleurs les images qui vous avaient été... Enfin, le reportage qui vous avait été consacré l'année dernière, pardon. Oui, il n'y a pas de mal. L'année dernière, on a été relayé, donc le projet a été relayé dans 19 pays, donc ce qui était du jamais vu sur les éditions précédentes. On espère que ça va se poursuivre aussi un petit peu et on se rend compte, et ça Juliette va pouvoir en parler peut-être mieux que moi, que la médiatisation, c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui au cyclisme féminin de haut niveau. Et je pense que sans médiatisation, je pense qu'il y a des gros progrès, des gros pas en avant. L'UCI fait beaucoup, mais je pense que sans une médiatisation à la hauteur, on pourrait ramer encore longtemps. Voilà, les jeunes filles aujourd'hui, elles ont besoin de voir des femmes qui font du vélo à la télé. Elles ont besoin de tout ça pour s'identifier et pour se mettre au vélo. Sans ça, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas autour de soi quelqu'un qui fait du vélo et qui vous met sur un vélo? On n'y pense pas, tout simplement. Juliette, donc une jeune fille qui fait du vélo. J'imagine que vous connaissez très bien le projet dans lequel est impliquée Aline depuis. Elle est impliquée depuis 2 ans, mais ce projet existe depuis 5 ans. Oui. Vous en pensez quoi de ce projet? Vous pensez que c'est une façon efficace justement de porter le message dont elle vient de parler? C'est une belle façon, oui, de le faire parce que c'est fédérateur. Et c'est un très bon angle d'attaque pour avancer dans la médiatisation de notre sport. Fédérer les femmes et les hommes, on n'est pas en face à face, on est ensemble, c'est super important. Par rapport à l'année dernière, justement, vous l'avez dit, il y a eu des changements, mais vous savez comment on est de nature impatiente. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance assez vite? Alors, je dirais que le gros changement pour moi, c'est cette année le soutien public de l'UCI. Oui. Et ça, je trouve que c'est énorme et que ça pourrait vraiment apporter beaucoup au cyclisme féminin. L'UCI va relayer, donc nous, on va beaucoup communiquer. On l'a déjà fait l'an dernier et les années d'avant, mais on va vraiment beaucoup communiquer chaque soir, après chaque étape, sur le projet, en français et en anglais, chose qu'on ne faisait pas l'année dernière, pour essayer de vraiment toucher à l'étranger. Une équipe autonome, mais qui va porter le même message que nous, sera à nos côtés, une équipe anglophone, qui aussi va communiquer forcément dans les pays respectifs des filles. Et voilà. Et grâce à ce soutien de l'UCI qui vraiment est public cette année, je pense que les choses... Alors, de là à dire, il y aura un Tour de France féminin pour les professionnels dans 3-4 ans, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui. Le dernier, c'était en 89. C'était en 89. Et voilà. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, on a encore des tas de choses intéressantes à voir. Je voulais notamment parler de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. On voulait en parler aussi. Oui. Et puis, je voulais parler également de la médiatisation et de la façon dont il est efficace d'accéder à cette médiatisation. Je vais vous donner la parole, Jean-Patrick. Il y a quelques années, l'étoile vosgienne, c'était... Moi, j'ai connu, j'arrivais dans le vélo, donc c'était il y a 25 ans à peu près. Je me souviens d'avoir vu Léontine Van Morcel, toutes ces stars à l'époque, maillot de championne du monde. Enfin voilà, ça a duré quand même, je pense, une petite décennie, quoi. Donc jusqu'à un moment où voilà, c'est passé un peu aux oubliettes et voilà, il n'y a pas de raison que ça puisse pas redevenir sur le devant de la scène. Alors, en effet, à l'époque, il y avait Jeannie Longo également, qui a été la figure de proue du cyclisme féminin. On va en venir à ça, aux gens qui accèdent à un niveau de notoriété important et qui portent peut-être cette discipline. Mais je voulais juste revenir sur ce dont on a parlé un tout petit peu avant, c'est-à-dire la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, j'ai toujours du mal à le dire, pardonnez-moi, qui se retire du World Tour féminin dès l'année prochaine à cause du manque de couverture médiatique. Juliette, comment vous avez accueilli cette nouvelle?
Sans vulgarité, c'est un pas en avant, 46 en arrière. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on va nous dire il n'y a pas de visibilité, parce qu'il n'y a pas les moyens financiers, mais vice-versa. Il y a des décisions à prendre qui sont, je pense, grosses étant donné le paysage actuel. Alors, est-ce qu'on va y revenir sur ces décisions? Je l'espère beaucoup. Oui, c'est un peu l'histoire du gars qui veut rentrer en boîte et à qui on dit t'es pas un habitué, quoi. Grossièrement, oui, c'est exactement ça. Ouais. Alors, vous, ça fait aussi partie de vos préoccupations. J'ai vu par exemple que vous avez relayé une interview de Audrey Cordon-Rago, qui a été plusieurs fois championne de France du contre-la-montre, qui est très active. Qu'est-ce qu'elle disait, grosso modo? Et j'imagine que c'est un message que vous portez aussi, puisque vous l'avez retweeté. Alors, à mon échelle d'amateur en compétition en vélo, j'ai beaucoup aimé cette interview parce que ça fait référence plus largement au statut qu'on accorde aux professionnels du vélo féminine. Il y a un problème de statut, c'est-à-dire que l'UCI soutient, et il y a un petit problème sur la licence. C'est-à-dire qu'en France, en 2019, le statut professionnel n'est pas accordé. D'accord. Donc, en fait, ne serait-ce que sur les premières lignes, il n'y a pas un pied d'égalité. D'accord. Déjà sur ça. Et Audrey Cordon-Rago mène de front ce combat pour le cyclisme féminin, pour la visibilité. Et elle en fait vraiment un cas personnel et c'est génial. Alors, il y a un sujet également qui est intéressant et je trouve que Juliette, là-dessus, peut être un exemple à méditer, en tout cas. Je veux parler de la façon dont vous communiquez sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, vous avez 17 500 abonnés. Moi, je sais pas, la dernière fois que j'y suis allé, c'était ça. Donc, ça ne doit pas être loin, plus ou moins une centaine. Et alors, en général, ceux qui ont ce nombre d'abonnés, ils en profitent pour tisser des partenariats avec des marques, faire de l'autopromotion. Et vous, j'ai remarqué que vous mettez cette notoriété au service de la parité dans le cyclisme. C'est bien ça. C'est, j'imagine, une démarche que vous avez réfléchie avant de vous montrer sur ces réseaux. C'est d'abord comment je suis. C'est-à-dire que j'ai commencé le vélo seul et je ne fais pas du vélo depuis 25 ans. Oui. J'aurais bien aimé peut-être. J'ai commencé tard et seul. Du coup, il y a une question d'intégration. Et comme c'est pratiqué majoritairement par des hommes, ou du moins dans mon territoire en Lorraine, il y a une question d'intégration. On me demande souvent, mais c'est pas trop dur avec tous ces hommes, etc. J'ai tendance à dire que si on pratique avec bienveillance, la bienveillance, entre guillemets, en face, elle est là. Et ça nous est rendu, et c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est une première lecture à la question de on pratique avec des hommes. La deuxième lecture, c'est qu'est-ce qui est mis en place par les organisations, les institutions, quand on veut pratiquer en compétition. Et à tout niveau, j'entends. Je n'exclus personne. Bien sûr. Et n'étant moi-même pas forcément à haut niveau, c'est ça qui, du coup, va un peu manquer. Ça, tout va être mis en place pour la jante masculine, et c'est très bien. Mais il va manquer beaucoup d'organisation pour les élans féminins. Alors, on sait que la FFC a mis en place, il n'y a pas si longtemps que ça, un plan de médiatisation pour recruter aussi les femmes, notamment pour des organisations de pass cyclisme exclusivement féminines. Oui. Et c'est bien parce que c'est à l'incitation de la compétition et vraiment, je répète, à tout niveau. Mais il y a quand même une réflexion, à mon avis, me semble-t-il, à voir sur cette façon de mieux médiatiser le sport cycliste féminin. Est-ce que vous, Aline, en dehors de l'initiative qui est la vôtre et qui est déjà formidable, vous pensez qu'il faut essayer de créer, je mets des gros guillemets, des figures médiatiques? Est-ce que c'est le meilleur moyen de parvenir à une médiatisation qui permettra peut-être de plus avoir des décisions comme celles qui ont été prises pour la Flèche Wallonne à Liège, Bastogne, Liège? Moi, je pense que pour une médiatisation efficace du cyclisme féminin aujourd'hui, pour l'instant, dans un début, à mon avis, il faudrait que ce soit une médiatisation d'une course qui soit en parallèle d'une course masculine, qui soit connue, qui ait déjà fait sa place.
que les gens suivent, spectateurs, téléspectateurs. Et là, on va commencer forcément à s'intéresser au cyclisme féminin puisqu'on va regarder la course masculine, on va y voir une course féminine, enlevée de rideau ou autre, peu importe, mais en tout cas en parallèle. Et là, les choses vont commencer. Oui. Et je pense que... Et ensuite, si ça prend, si ça plaît, il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas puisque les femmes... une course féminine va avoir... je pense, autant d'intérêt, puisque sur un niveau homogène, bien sûr. Voilà, est-ce que ce sera moins spectaculaire? Peut-être, mais en tout cas, il y aura un intérêt également. Oui. Et donc, les gens vont s'y intéresser. Et ensuite, peut-être, on pourra créer des courses exclusivement féminines, qui n'ont pas leur parallèle masculine. Mais je pense que dans un premier temps, pour créer des icônes, comme vous dites, il faut que les gens regardent le cyclisme. Je ne dis pas que c'est la solution, c'est une question non, que je me pose. Mais en tout cas, les jeunes filles, quand elles sont à l'école et qu'elles cherchent à faire du sport et qu'elles se disent qu'est-ce que je vais faire, du tennis, du foot, du basket, et tiens, pourquoi pas du vélo, il faut qu'à un moment donné, elles aient vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme sur un vélo à la télé. Si elles ne voient pas ça, est-ce qu'elles vont se dire que le sport c'est fait pour elles? Peut-être pas. Donc, mais avant d'arriver à voir et à avoir envie de ressembler à tel ou tel modèle de femme cycliste, je pense que ça passe par une médiatisation en parallèle d'une course masculine connue et reconnue. D'accord. J'ai une autre question à vous poser qui rejoint ce que vous venez de dire là, mais avant je vous propose de regarder des hommes à la télévision. Pas de souci. Grâce à Steve Chanel qui est sur la ligne de départ où a lieu le départ fictif, me semble-t-il. Ah, ce sont les images oui, mon Gaël. D'accord. On est sur la ligne de départ avec justement les 5 premiers, les 5 porteurs de maillots distinctifs de ce Tour de la Mirabelle. On voit que Madame la commissaire appelle tout le monde parce que voilà, il y a un timing à respecter et les coureurs ont tous un peu de nervosité là. Ils savent que l'échappée va certainement se dessiner assez vite. Donc voilà, on souhaite bonne chance évidemment à tous les concurrents et on vous donne rendez-vous en haut de la Moselaine à Gérardmer. Merci beaucoup Steve. On va suivre cette compétition tout au long de l'après-midi. Une dernière question à ce sujet, alors que le départ est donné. Juliette, Jean-Patrick, Aline, est-ce que, alors vous disiez créer des courses parallèles à des courses masculines, est-ce que la fusion du cyclisme féminin et masculin est une solution envisageable selon vous? À quelle échelle? Dans les courses, il y a des courses par exemple au niveau professionnel. Oui, au niveau professionnel, tout simplement. Il y a des courses. Alors, si je prends le marathon par exemple, le marathon de Paris se court hommes et femmes au même moment. C'est pas la même situation par exemple aux Jeux Olympiques où il y a une course homme et une course femme. Mais est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose qui est profitable et qui donnerait un signal de parité tout à fait parfaite? On connaît la parité au niveau amateur. Après, je ne pense pas avoir les compétences pour répondre sur le sujet professionnel. Aline, mauvaise idée? Je la remets après, je pense dans ma poche. Je pense que c'est pas forcément ce que cherchent les femmes qui souhaitent arriver à une parité. On cherche pas forcément une égalité. On sait que physiologiquement, une femme sera toujours moins rapide sur un vélo qu'un homme sur une course. Ça, c'est évident. On n'est pas fait pareil et ça, on revendique pas d'un jour battre un homme sur une course, voilà. Mais moi, je reste plutôt sur l'idée de deux départs à haut niveau, j'entends bien. De deux départs différents, peut-être une étape un petit peu raccourcie pour les femmes. Parlons du Tour de France. Pas forcément à J-1. Ouais, et pas forcément sur 3 semaines. Oui. Et pas forcément sur 200 km tous les jours. Mais un Tour de France professionnel pour les femmes sur 10 jours avec 120, 140 km par jour, je pense que ce serait une très belle épreuve et très intéressante pour le public. En tout cas, Jean-Patrick, je ne sais pas si vous... moi, je me souviens du Tour de France féminin, c'était passionnant à suivre à l'époque. Tout à fait. Moi, j'ai des super souvenirs dans le cadre un peu ancien, mais qui était bien réel. Enfin, moi, en tout cas, c'était un rêve de venir quand je venais voir l'Étoile Vosgienne à l'époque. Mais je rejoins ce que tu disais. Ça me paraît compliqué, mais c'est quand même d'actualité sur les épreuves de masse. Comme il y avait la Grande Fondo ou autre, il y a possibilité de partager. Et le marathon de Paris reste un peu dans cette optique-là. On reste sur des épreuves de masse. Alors, il y a forcément un classement, évidemment, mais il y a la possibilité quand même de s'illustrer sur ce genre d'épreuve dans un premier temps. Mais
sur un statut professionnel, ça me paraît quand même assez compliqué. D'accord. Bon, merci à vous trois. On aurait pu prolonger cette discussion à l'infini, je pense. Mais malheureusement, on va être obligé de rendre l'antenne. Oui, pardon. Je peux juste donner rendez-vous à toutes et tous. Donc le mardi 9 juillet, au départ de Saint-Dié, 8h, place Jules Ferry. On vous attend nombreux pour l'étape Saint-Dié-Colmar de Donnons des ailes au vélo J-1. Saint-Dié-Colmar et le lendemain, c'est Mulhouse, la planche des belles filles, n'est-ce pas? Ce sera une très belle pas mal étape aussi. Ok, entendu. On sera au rendez-vous et on sait qu'il y aura de nombreux supporters pour vous accompagner en vos terres sur Facebook, pour ne pas citer le réseau social en question. J'ai vu que beaucoup vous soutenaient et disaient qu'ils allaient être présents. Je pense qu'il y a beaucoup de communication sur cette étape-là en particulier et je pense qu'on sera nombreux. Donc je compte sur les locaux ou les presque locaux, la Lorraine, même si c'est pas tout à fait les Vosges. Là, c'est juste à côté pour toi, donc on espère voir du monde. On vous suivra avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu, Juliette. Merci Aline, merci Jean-Patrick. Merci. Je voulais juste signaler que pour ceux qui veulent suivre les résultats de cette troisième étape et de la quatrième qui aura lieu demain entre le château de Lunéville et Blainville-Damme-le-Vière. Vous pouvez regarder Vosges Télévision, le journal demain à 18h et puis Côté Sport de Nicolas Brédard. Merci encore. Donc merci à Loïc Préguenella et à Alabama Productions, Jean-Christophe Defranou, Dominique Renaud via Vosges et leurs équipes, Stéphane Touvenot et le conseil départemental des Vosges. Prochaine émission dans 2 semaines, le 16 juin prochain, nous serons en direct de Gérardmer pour un autre grand événement sportif, le Trail de la Vallée des Lacs. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.